tordait depuis les ailes jusqu'au bec, sur cet affreux chevalet des X et des Y. Victor Hugo, en 1831, déplorait ainsi l'horreur de son éducation mathématique. Il n'est certes pas le seul, pourtant, en avoir souffert le martyre devant l'incompréhensibilité de tous ces signes cabalistiques, alphabets étrangers, caractères arbitraires, symboles mystérieux, qui hérissent toute page d'algèbre ou de calcul différentiel. Pourtant, les mathématiques ne sont pas le seul domaine de la pensée humaine où règne un formalisme ésotérique. De cette sidération qu'exerce la nécessité et la contingence mêlées d'un jeu de signes fermés. Et l'écriture de leurs valeurs temporelles, et des rondes et des croches, sans parler des pauses ni des soupirs. Mais pourquoi ces graphismes contournés pour les clés et autres symboles? Et pourquoi ne pas avoir distingué dans l'écriture, sur une portée plus rationnellement conçue, les tons et les demi-tons, ce qui éviterait quand même la notation compliquée des altérations, les dièses, les bémols. Bref, pour le novice que je suis, la notation musicale est certainement aussi ésotérique que le symbolisme mathématique pour ses profanes. Apparentes ont leur rationalité historique, à laquelle je me soumets volontiers, si l'on veut bien m'expliquer les circonstances profondément culturelles, quoique souvent fortuites, qui ont amené ce présent état de choses. Pourquoi donc n'en va-t-il pas de même en mathématiques, où la rigueur du raisonnement sert trop souvent de cache-misère aux aléas des signes et des mots? À m'émerveiller de voir avec quelle facilité les enfants accèdent à l'écriture musicale, je ne m'étonne que plus encore de constater leurs difficultés dans l'apprentissage de l'écriture mathématique. Ne serait-ce pas justement que le caractère conventionnel de la première est évident, alors que la seconde s'avance bardée d'une fausse nécessité? Pourquoi ne commence-t-on pas par expliciter l'histoire récente et fort accidentelle des signes les plus élémentaires? Ceux de l'égalité, de l'addition, de la multiplication. Ce n'est qu'en déstabilisant les fausses évidences de leur forme que l'on peut conforter les vrais énoncés de la science. On voudrait en tout cas éviter d'avoir à penser que si l'apprentissage de la musique est somme toute plus efficace que celui des mathématiques, c'est d'être pas obligatoire et d'échapper à l'école.
sol et l'intégrale. Extrait d'un livre qui s'appelle Impatience de Jean-Marc Lévy-Leblond. Alors, pourquoi ai-je choisi ce texte? Eh bien parce que je suis musicienne et pédagogue. Et parce que j'aimerais un jour reprendre l'étude des mathématiques. Pour ma part, j'ai des facilités dans l'apprentissage des langues étrangères et de la musique. Mais en sixième, un professeur m'a dégoûté des maths. Et j'ai mis longtemps à m'y intéresser à nouveau. Alors de quoi est-il question dans ce texte? De la barrière de l'écriture. Que ce soit pour la musique ou pour les mathématiques, l'auteur estime que l'écriture et l'établissement de codes constituent un obstacle à l'apprentissage de ces disciplines. À moins que cela ne soit un problème de mode de transmission, donc de pédagogie. La clé de sol et l'intégrale ou de la difficulté à décrypter les codes d'un langage, ici musical et mathématique. À tel point que l'auteur convoque l'ésotérisme à 2 reprises. Ainsi, ces codes n'auraient d'autre but que de réserver science et art aux initiés et membres d'un cercle particulier. Pour faire un bref rappel historique, la notation musicale occidentale, quant à elle, apparaît au Moyen Âge, pour fixer la mémoire d'un corpus transmis par tradition orale. Les moines notent, répertorient, codifient, classent avec application ce patrimoine colossal. Et devant l'ampleur de la tâche, ils inventent peu à peu des moyens mnémotechniques. Saint Grégoire au IXe siècle avec les neumes et Guy d'Arezzo avec les portées et les notes modernes inventent le solfège, un système donc de notation sur une portée musicale. En mathématiques, les signes plus et moins apparaissent au XIVe siècle comme abréviation des mots et moins. Ensuite, il faut attendre le XVIIe siècle pour voir se généraliser le système d'abréviation qui nous est familier aujourd'hui. Et comme tout langage formel, la notation mathématique a pour but de retirer l'ambiguïté, notamment linguistique, d'une proposition en la décomposant en un ensemble limité de symboles dont l'agencement ne peut avoir qu'un unique sens. Ce qui permet au langage scientifique d'être universel pour une communauté de scientifiques qui n'ont pas les mêmes langues naturelles et qui auraient sinon des difficultés à se comprendre. L'écriture aurait donc, l'écriture scientifique et codée, aurait donc pour les disciplines qui nous occupent l'objectif de créer un langage qui serait accessible à tous, sans la barrière de la langue courante et ainsi faciliter l'accès à un énoncé. Pourquoi donc tant de difficultés rencontrées par les enfants, dégoûtés les uns par le solfège, quoi qu'en dise l'auteur, les autres par les mathématiques? En tant que directrice d'un centre d'enseignement artistique, j'ai entendu maintes fois des élèves ou parents d'élèves se plaindre de l'apprentissage laborieux de ce maudit solfège. J'ai vu des élèves défiler qui ne faisaient aucun lien entre les théories musicales étudiées en solfège et les pièces instrumentales qu'ils exécutaient. Quand les élèves n'abandonnaient pas purement et simplement la pratique musicale dégoûtait à vie. En cela, la vision de l'auteur concernant la soi-disant facilité d'approche de la notation musicale par les enfants est un petit peu optimiste. Dans le texte, l'auteur remet en cause la pertinence de l'écriture mathématique. La forme serait un rempart au fond. Michel Crozon, physicien dans le domaine des hautes énergies, dit « Je vulgarise pour mieux comprendre ce que je fais ». Michel Crozon est un des premiers à s'être intéressé à la présentation de la science au public sous des formes variées. Sa citation ne relève pas ici d'un souci de transmission et de pédagogie, mais d'une exigence de réflexivité ressentie personnellement. Le fait de vulgariser les sciences à un public de non-initiés aiderait le scientifique à acquérir une meilleure compréhension de ce qu'il fait. Dans le texte, il est question d'un décalage entre l'énoncé et sa retranscription écrite. La notion de paradigme est convoquée. Ainsi, enfermée par une certaine manière de voir, l'écriture d'un scientifique serait difficilement accessible au grand public. Ce déficit de réflexivité de cette communauté entraînerait un défaut d'énonciation au profit du seul énoncé. Une parole sans père, comme disait Platon. Ce retour au langage, et en particulier à l'oralité, n'est pas étrangère aux musiciens. On sait très bien que de nombreux musiciens classiques ne peuvent jouer sans partition écrite.
Mais il est intéressant de noter que de plus en plus de professeurs de musique aujourd'hui retournent vers l'oralité, comme méthode d'apprentissage premier, avant d'aborder l'écriture musicale avec leurs élèves. Alors que dans les conservatoires parisiens, il est encore demandé 1 ou 2 années d'apprentissage de solfège, donc de notation musicale codée, avant de toucher un instrument de musique, le responsable pédagogique du projet DEMOS, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, constate que plus les élèves débutants apprennent la musique sans partition, donc à l'oreille, plus ils ont de facilité ensuite pour suivre et maîtriser les partitions. La pédagogie est elle aussi en question. Jean-Louis Boursin, agrégé de mathématiques et auteur de Les maths pour les nuls, écrit en préface de son œuvre, de son livre, « Mes élèves seniors ont appris à modeler mon discours d'une façon qui n'a plus rien de scolaire. Les messages passent tellement mieux lorsqu'ils s'accompagnent d'éléments d'histoire des sciences, d'anecdotes ou de situations concrètes, toutes choses qui, au collège ou au lycée, sont parfois considérées comme une perte de temps. Pour ma part, je ne pense pas que l'obligation d'apprendre une matière soit en cause dans la difficulté d'apprentissage. C'est la pédagogie qu'il faut réétudier. Dans le conservatoire que je dirige, les classes de formation musicale débordent, que ce soit en cursus diplômant ou amateur, alors même que ce n'est pas obligatoire. Pourtant, quand j'ai pris mes fonctions il y a 3 ans, personne ne voulait faire de solfège. Les maths et la physique m'ont à nouveau intéressée quand j'ai étudié leur histoire. Donc la solution serait de remettre de l'humain et son langage au centre de tout processus de transmission. Et vous, qu'en pensez-vous? Bonne soirée Paris et à la semaine prochaine, au 19 décembre.